Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous malgré les festivités bordelaises d'hier soir. Enfin, nous, on était très sages. Je ne sais pas les étudiants s'ils ont fait beaucoup la fête, mais nous, comme on savait qu'on devait travailler, on s'est couché à 1h du matin. Donc, pour les professeurs des droits, c'est tout à fait respectable. Et en fait, on ne veut pas trop retarder le début, puisqu'il y a des intervenants qui doivent partir pour d'autres obligations universitaires. Et surtout, on voudrait bien consacrer un bon moment au débat. Malheureusement, on n'a pas pu le faire hier dans la dernière séquence, pour manque de temps. Et même si c'est une discussion générale, on s'est dit qu'il vaut mieux aussi battre le fer tant qu'il est chaud. Donc aujourd'hui, on va commencer cette matinée qui est composée de deux séquences différentes. La première s'appelle État avec S, Europe avec S, mondialisation avec S entre parenthèses, regard croisé sur le territoire et la frontière. Et nous allons jouer le jeu auquel nous invités Florence, Richard Schott et Stéphane Schott hier, c'est-à-dire le dialogue entre un géographe et un juriste et un géographe. Et donc on va commencer par une juriste de la maison, pour ainsi dire, parce que c'est l'une des acteurs de ces travaux qu'on fait un droit constitutionnel comparé et qui est l'une des animatrices de ces projets Sierra. Justement, c'est Marie-Claire Pontoro, professeure de droit public à l'Université de Bordeaux, spécialiste reconnue et connue de droit constitutionnel comparé. Et elle nous parlera des frontières du droit constitutionnel dans le monde global, la métaphore géographique. Et donc, je lui donne la parole pour une demi-heure d'exposé. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, tout particulièrement Stéphane. Il sait pourquoi ça a été évoqué hier. Alors, ma réflexion sur les frontières part de la globalisation. Notre compréhension de ce monde nouveau n'est probablement pas identique pour les géographes et les juristes. En revanche, les catégories de l'État-nation ont structuré et sans doute structurent encore en grande partie notre compréhension sociale et spatiale du monde et dictent nos façons d'identifier, de décrire et d'expliquer nos objets. Comment en douter ? Il suffit de penser à la question brûlante des flux migratoires en Europe et à la remise en cause de l'espace Schengen. Désormais, le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne est un sujet quotidien à cause des enjeux de sécurité intérieure. La notion de frontière a un double aspect. D'abord, on pense aux frontières nationale qui délimite un territoire pour l'exercice de la souveraineté et par conséquent pour définir la compétence normative de l'État, même si le territoire national ne suffit plus pour définir cette compétence, comme le montre l'exemple de l'espace Schengen dans le cadre européen. La notion de frontière renvoie aussi aux frontières disciplinaires. Cette double face est la transcription du lien entre objet d'étude et questions méthodologiques, dépendance mutuelle entre objet et méthode que l'on retrouve aussi bien en géographie et en droit. Quant au phénomène global, il est pluridisciplinaire, interdisciplinaire, car il présente différentes facettes. Il est donc irréductible à la question des frontières disciplinaires. Aujourd'hui, une prise de conscience de la transformation spatiale du monde se manifeste au sein des différents secteurs des sciences sociales et engendre des mutations qui ont des incidences sur les disciplines elles-mêmes. C'est un moment fort qui d'ailleurs a été mis en évidence par un colloque récent sur le tournant global des sciences sociales où les juristes, je dois le noter, n'étaient pas représentés. Un moment fort, donc, car précisément il transforme en profondeur nos disciplines, comme au XIXe siècle avec la naissance de la société industrielle. L'objet de ma communication porte donc bien sur les frontières disciplinaires pour montrer que juristes et géographes sont confrontés à des problèmes épistémologiques identiques. Dit autrement, ce n'est pas tant les frontières réelles que leur représentation qui m'intéresse.
C'est pourquoi je voudrais tenter de faire dialoguer juristes et géographes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ma communication, ou en tout cas je parle de métaphores géographiques et j'y reviendrai en conclusion. Alors ce dialogue peut se faire à partir de la question suivante: comment se traduit disciplinairement l'effacement et la permanence des frontières? Avant de traiter cette question, je voudrais apporter une précision. L'effacement ne va pas sans la permanence des frontières. Ces deux aspects sont en effet étroitement liés car il existe une tension. La globalisation ne signifie pas la fin des États-nations, ni la fin des territoires, ni celle des frontières. Alors sans doute la souveraineté étatique n'est plus ce qu'elle était, j'y reviendrai, mais l'État reste toujours un gouvernement sur un territoire tel qu'il s'est affirmé à partir du XIVe siècle comme réalité sociale. D'abord, l'effacement des frontières. Le droit traverse les frontières, et cela depuis fort longtemps. Hier, on a évoqué Montesquieu. Déjà, Montesquieu s'intéressait dans l'esprit des lois au transfert juridique. En fait, la globalisation, ici, ce n'est rien de nouveau. C'est simplement quelque chose de plus visible. En droit, en tout cas, l'imitation est rare. L'imitation est fréquente. Ce qui est rare, c'est l'innovation. Et comment cela, donc, se traduit-il aujourd'hui dans l'étude du droit? Cela se traduit à la fois par une remise en cause des classifications et par une remise en question du nationalisme méthodologique. Ces deux remises en question, on les retrouve aussi en géographie. Je vais donc partir de la géographie, sous le contrôle, j'espère, bienveillant de mon interlocuteur géographe. On peut définir, et c'est sans doute une définition classique, la géographie comme une science ayant pour mission de décrire la surface de la Terre et d'en rendre compte par des cartes. Alors une définition plus moderne serait une science de l'organisation de l'espace. Mais quelle que soit la définition, c'est une science du découpage. Certains diraient même une science maniaque du découpage. Oui, je connais celui qui dit ça. Oui, moi aussi, je l'ai lu. C'est donc, en effet, mon interlocuteur géographe. Alors, la science juridique, elle aussi, pratique les découpages. Ce sont les catégories, elles reviennent plutôt aux législateurs. Ce sont les classifications qui reviennent plutôt à la doctrine. Les classifications ambitionnent en effet de dresser une systématisation et ainsi d'offrir des points de repère dans une réalité juridique complexe. Parmi les juristes, il y a sans doute l'un d'entre eux qu'on peut présenter comme le géographe des sciences juridiques, c'est le comparatiste, puisque le comparatiste a pour objet, ou en tout cas un de ses objets, est de dresser une cartographie des droits dans le monde. Et vous avez précisément un groupe de recherche au Canada, à l'Université d'Ottawa, qui propose une description des droits et des traditions juridiques existant dans le monde par des cartes. Tu trouves cela, Stéphane, sur un site internet. Donc il y a déjà des juristes qui utilisent les cartes pour représenter les traditions juridiques. Alors, cette classification des systèmes juridiques et des traditions juridiques en famille de droit, alors ça a été proposé il y a déjà un certain temps, au début des années 50, par le grand comparatiste français René David. Alors tout de suite, cette classification a été critiquée et amendée par celui-ci, mais aujourd'hui, elle est véritablement remise en question, les comparatistes ayant plutôt un intérêt aujourd'hui pour les processus d'hybridation et pour la circulation des solutions juridiques. Donc une vision plus dynamique. Alors, est-ce qu'il existe des instruments géographiques qui nous permettraient de rendre compte de ces flux? Là, je fais un appel. Oui. En tout cas, pour le juriste et en particulier le comparatiste, aujourd'hui, je pense qu'il se définira plutôt comme un juriste sans frontières. En effet, il va s'intéresser non plus à un territoire, mais à un espace normatif sans frontières mobiles
dessinée et redessinée en permanence par les juges, qui sont des acteurs essentiels de cette reconfiguration du monde juridique global. Alors j'ai pu lire, là aussi toujours mon interlocuteur géographe, Denis Retailleau, que vous aviez, vous aussi, une remise en cause du territoire avec une nouvelle proposition, celle d'espace mobile. Je pense que vous serez évidemment plus à même d'en parler par la suite. Mais cela m'amène à la remise en question du nationalisme méthodologique. Il s'agit d'un biais cognitif que les géographes, eux aussi, connaissent bien. Ils parlent même, et l'expression est plus parlante, de territorialisme méthodologique. Alors cette expression est en effet encore plus forte puisqu'elle met l'accent sur l'excès de concentration sur le territoire. Certains parlent même de piège territorial. Alors cette vision stato-centrée a une résonance en droit, notamment pour évaluer de nouveaux objets juridiques, et je pense ici en particulier à la forme politique de l'Europe, de l'Union européenne. On retrouve donc aussi ce biais cognitif dans les études juridiques. Sa remise en cause passe par un changement de perspective. Cela se traduit méthodologiquement par l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité. Comme l'a souligné hier Stéphane Schott, le droit est toutefois moins coutumier de l'interdisciplinarité que la géographie. Néanmoins, les lignes sont en train de bouger. Je pense que le tournant global que j'ai évoqué favorise une interdisciplinarité croissante. Et un colloque comme celui-ci n'était pas, me semble-t-il, pensable et donc réalisable il y a 20 ans dans une faculté de droit, même peut-être il y a 10 ans. Alors j'ai bien noté que ça fait 15 ans que vous vous connaissez. Alors cette remise en cause du nationalisme méthodologique se traduit aussi en droit par une remise en cause de ce qu'on peut appeler le centralisme juridique. Autrement dit, il n'est plus possible de définir le droit par la référence exclusive à ses règles, à ses solutions et à ses institutions nationales. Il faut prendre d'autres directions. Le droit sans l'État. Alors cette expression va renvoyer en fait à plusieurs hypothèses possibles. Ça peut être le droit avant l'État, ça peut être le droit en dehors de l'État, et surtout, et c'est l'hypothèse ici qui m'intéresse, c'est l'hypothèse du droit global. Alors hier, nous avons évoqué le droit mondial. Alors je n'en fais pas le reproche à Jacques Lévy, mais j'ai bien remarqué qu'il n'a pas défini le droit mondial. Alors je le rassure, les juristes non plus ne définissent pas le droit global. Pourquoi ? On en parlera si vous voulez. Les juristes ne le définissent pas non plus parce qu'il n'y a pas il n'y a pas un corpus de règles de droit positif qu'on peut identifier. Or, quand je vous parle du droit constitutionnel, je peux identifier un corpus de règles de droit constitutionnel qui dérivent de la Constitution, des interprétations qui en sont données par les juges et les gouvernants. Alors, pour autant, il y a des objets juridiques globaux. Et nous l'avons évoqué hier. L'exemple qu'on peut prendre, c'est effectivement l'environnement, par exemple. Mais vous allez avoir à la fois des règles de droit national, de droit international, qui vont essayer de gérer cette question environnementale. Alors, ce qui m'intéresse surtout ici, bien entendu, puisque c'est l'objet de notre colloque, droit constitutionnel et géographie, c'est qu'on parle aussi, et ce sont surtout, je le note, surtout, on va dire, la doctrine anglo-américaine qui parle de droit constitutionnel global. Je vais essayer de donner une définition minimale. Il ne s'agit pas d'un corpus, évidemment, de règles ici, qui est visé par le droit constitutionnel global.
Il s'agit plutôt d'un mouvement ou d'un processus de convergence des systèmes constitutionnels et de la garantie des droits et libertés. En fait, il me semble que ce qui fait le point commun de ce droit global, c'est qu'on ne va plus se focaliser sur la production des normes, mais sur la circulation des normes. D'où cette idée d'effacement des frontières. Alors il faut quand même, et cela a été dit aussi hier, il faut se prémunir contre un certain idéalisme, et donc c'est la raison pour laquelle il faut aussi réfléchir sur la permanence des frontières. Alors ici, il faut souligner aussi que j'arrive aux limites de l'exercice interdisciplinaire, mais je pense que vous l'avez compris. Il ne s'agit pas pour moi tant d'utiliser les méthodes des géographes que de m'appuyer sur la géographie pour me décentrer par rapport à ma propre discipline, pour prendre de la distance par rapport à ma discipline pour mieux la comprendre. Alors il faut rappeler que le droit constitutionnel reste essentiellement national, situé dans un cadre territorial donné et axé sur les normes fondamentales d'un État concret. Et bien qu'il y ait, nous en avons parlé, une porosité des frontières normatives liées à l'européanisation, à la globalisation juridique, les frontières nationales s'imposent encore, et ce de manière profonde, en structurant des frontières institutionnelles et culturelles. Ces frontières profondes, de manière générale, les juristes y sont peu sensibles, car elles sont inconscientes, mais elles sont bien là dans nos esprits. Ce sont des murs invisibles, pour reprendre l'expression d'un géographe que vous connaissez bien, Guy Dimeno. Alors, c'est un aspect sur lequel je vais passer assez rapidement. On l'a évoqué, cette permanence des murs invisibles, puisque ça a été évoqué hier dans l'introduction de Florence et de Stéphane Schott. Cela renvoie à la structuration de nos systèmes académiques. Les systèmes universitaires ont été construits au XIXe et au XXe comme systèmes nationaux, venant en appui de la construction étatique. Et pour le droit, je pense qu'il y a à accentuer peut-être, et en particulier dans le cas français, ce point, parce que pour certaines cultures juridiques, et je le répète, je pense que la culture juridique française rentre dans cette catégorie, le système juridique national, en tant que tel, est une composante essentielle de l'identité nationale. Alors c'est vrai que dans le cadre européen, les fondations des cultures juridiques nationales sont ébranlées par une culture juridique européenne en formation. Mais cette culture juridique européenne, elle est récente, elle est donc beaucoup plus fragile par rapport aux cultures nationales existantes. Elle présente des traits qui ne sont pas encore définitivement fixés. Mais surtout, ce que je veux souligner ici, c'est que malgré des questions communes, des questions juridiques communes concernant le droit de l'Union européenne et le droit européen des droits de l'homme et les droits nationaux, la plupart des juristes se définissent d'abord et avant tout par référence à leur droit national et à la communauté scientifique correspondante. Autrement dit, l'espace scientifique européen, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais il n'en est qu'à ses débuts. Et on le voit bien, effectivement, dans les travaux doctrinaux qui sont produits, les références restent essentiellement nationales, même s'il est question de problèmes juridiques européens, communs donc à ces droits que je viens d'évoquer. Alors on touche ici à quelque chose de plus profond que la question méthodologique que j'ai évoquée précédemment. C'est à mon avis une question d'éducation, de formation juridique. Pour aller plus loin, cela suppose de structurer de l'intérieur sur la base de chaque système juridique et chaque système universitaire. Alors c'est une question qu'on a évoquée il n'y a pas si longtemps que cela ici, mais bon, c'est un autre débat. Je crois que je vais donc à présent insister sur la permanence des frontières au sens où on a besoin qu'elles soient visibles.
L'espace de référence et donc de légitimité pour le droit constitutionnel correspond au territoire national. Il y a une sorte d'évidence dont témoigne la Constitution, puisque le plus souvent la Constitution ne définit pas, ou elle ne dit rien même sur le territoire, ni concrètement sa configuration géographique, ni abstraitement sa fonction au sein de l'État. La question territoriale n'est évoquée que si elle est disputée, contestée. Je ne prends qu'un exemple pour le démontrer. Le Cachemire, implicitement invoqué dans le préambule de la Constitution du Pakistan. Alors je vais reprendre à mon compte une phrase connue du père de la sémantique générale, qui est sans doute aussi bien connue des géographes, et que je vais appliquer à la Constitution. La Constitution est une carte qui n'est pas le territoire. Mais sur cette carte constitutionnelle sont tracés les éléments, on dirait en droit les principes essentiels, et il revient au juge constitutionnel, en particulier, d'en fixer les détails topographiques. Dans le monde global, en effet, le juge joue un rôle essentiel, et en particulier, c'est lié à ces différents ordres juridiques qui ont été créés. Alors, j'ai surtout évoqué le cas européen, mais ça ne concerne pas exclusivement le cadre européen. Il y a d'autres ensembles régionaux dans le monde, et d'où la nécessité pour le juge de concilier des principes de ces différents ordres. D'où l'idée qu'il y aurait des principes qu'on peut qualifier de déterritorialisés, des principes relatifs aux valeurs de l'état de droit. Alors, il y a en particulier une question juridique qui a diffusé ce discours, c'est le fait que les juges constitutionnels, lorsqu'ils ont à décider sur une question, et en particulier qui regarde la protection des droits et libertés, vont aller voir ce qui a été décidé ailleurs, alors qu'ils n'ont aucune obligation juridique de le faire, mais simplement parce que cette question est la même, ou en tout cas pose même problème juridique, ils vont s'intéresser à ce qui a été jugé ailleurs. C'est cette référence à ce qu'on appelle les précédents étrangers pour justifier la décision qui va être rendue. Et certains juges se font les promoteurs de cette démarche qui vise à utiliser des solutions jurisprudentielles rendues ailleurs. En particulier ici parce que c'est une question très débattue, mais je vais prendre un exemple simplement pour rendre compte de ce débat. Très récemment, un juge à la Cour suprême des États-Unis, Stephen Breyer, a publié un ouvrage qui a été traduit en français, dont le titre est déjà très évocateur sur cette question, puisqu'il s'intitule « La Cour, le droit américain et le monde ». C'est donc un discours effectivement de promotion, c'est une démarche qui n'est pas dépourvue de visée stratégique en vue d'assurer la pérennité de l'exemplarité de la Constitution américaine. Ne voyez pas dans mon discours, et ceux qui me connaissent le savent, de l'anti-américanisme. C'est simplement ici pour souligner qu'il y a effectivement dans ces références constitutionnelles effectivement autre chose qui se joue. Et la Cour suprême des États-Unis n'est d'ailleurs pas la Cour qui le plus cite les décisions étrangères, bien au contraire, elle en cite très peu, mais ce juge en particulier a compris que si on voulait que la Cour suprême des États-Unis continue à être un modèle dominant, il fallait aussi citer. Il faut rendre l'appareil. En tout cas, dans ce discours, il est clair que se pose la question de quelle est la nouvelle frontière, parce qu'il semblerait qu'il n'y en ait plus. Nous appliquons tous ces principes, donc dits
déterritorialisée relative à l'état de droit, il me semble toutefois qu'il faut essayer ici de réfléchir aux besoins de frontières. Et je vais partir ici d'une citation d'une géographe américaine. Il s'agit de Ricky Sanders, qui nous dit la chose suivante et qui, moi, m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'au regard de ce que j'ai pu lire sur les travaux des géographes, je me suis vraiment demandé pourquoi elle nous disait ça. Nous sommes aujourd'hui plus que jamais les esclaves de la géographie de la carte. En fait, ce qu'elle veut nous dire, c'est que c'est une illusion de penser que dans le monde global, nous soyons délocalisés. On est toujours repérable. Et je me suis donc demandé si, effectivement, sur ou pour le droit, cela avait une signification. Et là aussi, j'ai pensé, et il a été cité hier, j'ai pensé à Carl Schmitt, puisque c'est le juriste qui a réfléchi, en effet, sur les rapports de la Constitution comme ordre spatial. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Carl Schmitt? Il nous dit « L'ordre fondamental, véritable et effectif, repose par son noyau essentiel sur des limites et des délimitations spatiales déterminées, sur des mesures déterminées et sur une répartition déterminée de la Terre. » Je pense que cette lecture, on va dire géographique, n'est pas totalement épuisée dans le monde juridique globalisé. On a toujours besoin de repères, de nouvelles frontières. Et je vais prendre ici l'exemple européen où là on peut effectivement repérer une nouvelle frontière qui est une frontière identitaire. Il y a donc un glissement de sens, mais je pense que c'est simplement un autre sens à la notion de frontière. Ce n'est plus la frontière comme limite spatiale qui délimite l'exercice de la souveraineté. Il s'agit ici de la frontière qui symbolise une communauté politique. Et dans le cadre européen où se pose la question des rapports entre le droit de l'Union européenne et les droits constitutionnels nationaux, a émergé dans le discours des juges constitutionnels une notion que mes collègues juristes auront tout de suite reconnue, celle d'identité constitutionnelle. Elle a été beaucoup critiquée par les juristes, à mon avis à tort, parce que je crois que même une mauvaise dénomination présente un potentiel qu'il ne faut pas sous-estimer et qui nous dit quelque chose. Et ici en particulier, je pense que cela nous dit ce que les cours constitutionnelles n'ont pas pu dire. Elles n'ont pas pu aller jusqu'à avancer, à mettre en avant un droit à l'existence politique des États. Il faut bien comprendre en effet que le processus d'intégration européenne repose sur les États, sur leur volonté souveraine. Et nous avons évoqué effectivement hier cette question de la souveraineté. C'est bien ici la question de la liberté, de la définition de la souveraineté. Et qui en est libre? C'est bien l'État. Et c'est là où on voit bien l'ambiguïté, ou en tout cas la difficulté pour les États eux-mêmes qui se sont lancés dans ce processus d'intégration européenne, puisque ce processus d'intégration européenne conduit à une désétatisation et donc à la perte des caractéristiques de l'État, de ce qui fait l'État. Donc je crois qu'il devient patent que l'idée d'identité constitutionnelle se substitue dans le discours juridique à la souveraineté. C'est une manière d'éviter les conflits normatifs, de faciliter les rapports entre les systèmes juridiques. En tout cas, c'est pour les juges constitutionnels une manière de décider de ce qui est essentiel pour leur ordre juridique nationaux. Alors j'aimerais conclure, on m'y invite d'ailleurs, j'aimerais conclure sur la métaphore. Le mot métaphore renvoie en effet à l'idée de déplacement, donc de changement de place. Or, je
pense que c'est effectivement ça qui est important aujourd'hui. Autrement dit, nous avons besoin, au sens propre comme au sens figuré, notre intelligence a besoin de repères pour décrypter un monde qui change, un monde complexe. Et j'ai évoqué à l'instant les différentes terminologies pour parler du droit global. On a parlé de constitutionnalisme global, on peut parler de pluralisme constitutionnel, de constitutionnalisme multiniveau, de constitutionnalisme post-national. On le voit, il y a un bouillonnement terminologique. Alors je comprends que ça peut exaspérer certains de mes collègues, ça peut les irriter. Néanmoins, je pense que c'est le signe que les lignes sont en train de bouger, qu'on n'est pas parvenu encore conceptuellement à se mettre d'accord sur une nouvelle interprétation, de nouveaux repères précisément de ce monde qui change. Je crois qu'il y a encore du travail pour les juristes, c'est une bonne chose. Je dirais simplement cela, je crois que le terme global, en tout cas, n'a pas ma préférence. Pourquoi ? Parce qu'il est homogénéisant, parce qu'il ne permet pas précisément de mettre en avant ce qui fait la spécificité nationale. Il y a peut-être une autre terminologie qui mériterait d'être creusée. On va peut-être en parler d'ailleurs par la suite. Je pense qu'il est préférable de parler de transconstitutionnalisme, donc de transcalarité. Je crois que ça va peut-être être évoqué dans le débat qui suivra. Je vous remercie.